Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, et André Masson, économiste à l'École d'économie de Paris et directeur de recherche émérite au CNRS. Que l'on accumule des biens pour se protéger face aux aléas de la vie ou que l'on transmette à ses proches un héritage bâti à la sueur de son front, la gestion de son patrimoine demande de se projeter dans une hypothèse de vie la plus réaliste possible. C'est aussi l'occasion de préparer sa retraite, d'imaginer de quoi son quotidien sera fait et surtout, de trouver un accord de paix avec le grand âge et sa grande inconnue, la perte d'autonomie liée à l'âge. Comment bien gérer son patrimoine ? De quelles solutions disposons-nous pour le mobiliser efficacement ? C'est ce que nous allons découvrir. Avant de comprendre en quoi consiste la bonne gestion de son patrimoine, interrogeons-nous sur la place qu'occupe la retraite dans l'esprit des Français. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. La retraite, c'est un mot qui a énormément de signification pour les Français. C'est un droit important, issu de la Seconde Guerre mondiale, issu donc de 1945, en lien avec la sécurité sociale qui concerne la maladie, les accidents du travail, la question donc des allocations familiales. Mais la retraite, c'est à part. C'est quelque chose qui est un peu la clé de voûte aujourd'hui de notre système social pour beaucoup de Français, car après le temps de la formation, le temps du travail, il y a ce droit à la retraite, de pouvoir vivre correctement grâce aux fruits de son travail pendant de nombreuses années, car entre 1950 et aujourd'hui, la durée de vie à la retraite a augmenté de 10 ans. La France a la durée de vie à la retraite la plus longue au sein des pays occidentaux, 25 ans en moyenne. C'est quelque chose évidemment qui structure, on va dire, la pensée de chacun d'entre nous. L'idée qu'on peut avoir une retraite avec une pension correcte, avec un niveau de vie correct, donc au moment de la retraite. Donc on voit bien l'importance pour l'ensemble de la société de bien traiter les seniors, les plus de 65 ans, à travers un système de retraite qui, malgré ces différentes réformes, joue un rôle important dans la distribution de revenus dans notre pays. Éminemment précieuse aux yeux des Français, la retraite occupe une tranche de vie qui offre de nombreux avantages et qui confirme sa valeur d'exception à l'échelle des autres pays. André Masson, économiste à l'École d'économie de Paris et directeur de recherche émérite au CNRS. La conséquence, c'est que le niveau de vie moyen des retraités est supérieur à celui des actifs. Et c'est le seul cas à peu près au monde. Dans la plupart des pays, le niveau des retraités est inférieur à celui des actifs, 90%, 80%. Chez nous, c'est plutôt 105%. Je mentionne seulement que la pauvreté chez les plus de 65 ans chez nous est plus faible que partout ailleurs dans la zone euro, 8,5% à peu près chez les plus de 65 ans, sauf dans les pays, aux Pays-Bas. Et c'est dû en particulier pour les veuves âgées qui souvent, dans 80% des cas, survivent à leur mari, au fait qu'elles bénéficient d'une pension de reversion relativement généreuse. Donc, en résumé, si la croissance repart, le système est viable, mais enfin, qu'elle reparte. Mais le vrai problème, c'est son coût, donc 14% du produit intérieur brut, soit 4% de plus que chez ses voisins, en particulier en Allemagne. C'est bien le problème qu'a toujours évoqué Bruno Le Maire pour l'attractivité de notre pays. Il veut diminuer le poids des retraites. À ce système de retraite unique s'ajoute un mode de consommation très prisé par une grande partie de la population, l'épargne. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Les Français, nous sommes donc des épargnants, nous sommes des fourmis. Nous avons un patrimoine important. Au total, les Français possèdent 12 000 milliards d'euros, une somme extrêmement élevée. C'est essentiellement de l'immobilier. Nous avons donc une forte appétence pour la pierre et ces derniers temps, évidemment, cela se manifeste à travers donc des augmentations de prix de l'immobilier, mais également les Français détiennent à peu près pour 5 000 milliards d'euros de produits financiers qui sont constitués d'assurance vie, de produits d'épargne retraite, de livrets d'épargne réglementés, puis il y a d'ailleurs une partie qui est laissée
en argent liquide. Pour André Masson, économiste, plusieurs raisons justifient ce type d'investissement. Alors, ils le font pourquoi ? Pour un motif de précaution. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Pour la joie de posséder, le désir de garder le plus longtemps possible le contrôle de leurs biens, et plus généralement, chez les seniors, donc 60 ans et plus, le fait que le patrimoine devient de plus en plus, avec l'âge, un substitut à un capital humain, donc la capacité à gagner des revenus, leur santé, etc., qui est en voie de fragilisation. Et en fait, pour les parents, l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver à la charge de leurs enfants. Ça, c'est un premier prérequis. Et le deuxième, le patrimoine qu'ils auront accumulé pour différents motifs, etc., ils ont l'assurance qu'il n'est pas perdu, puisqu'il ira à leurs enfants une fois qu'ils seront disparus. D'où l'hostilité au droit de succession, parce qu'ils ne veulent pas que le patrimoine qu'ils ont accumulé pour leurs enfants, pour différentes raisons, n'aille pas à leurs enfants. Et donc, l'hostilité au droit de succession, si c'est amputé par l'impôt, et cette hostilité au droit de succession, cette impopularité du droit de succession augmente avec le vieillissement. Donc, si on résume la situation actuelle, on est dans une situation dans laquelle les seniors, 60 ans et plus, possèdent 60% à peu près du patrimoine non financier, essentiellement immobilier, mais aussi professionnel, mais aussi 60% du patrimoine financier si on redresse correctement les données d'enquête. Donc, c'est la règle des 3,60. Si épargner permet de mobiliser des ressources économiques en cas d'imprévu, ça ne permet pas vraiment de prendre en compte un des scénarios possibles de la vieillesse, la perte d'autonomie liée à l'âge. Explication de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Alors, est-ce que les Français appréhendent leur patrimoine par rapport à la question de la retraite ou de la dépendance ? C'est un peu compliqué. Le patrimoine est quelque chose d'un peu statique en France. C'est un peu un coffre-fort qu'on remplit, mais on n'a pas forcément une gestion dynamique de ce patrimoine en disant quels sont les objectifs. Est-ce que j'ai un objectif de long terme pour la retraite, voire un problème possible à devoir gérer au moment de la fin de vie avec la dépendance, ce qui suppose d'avoir une partie relativement mobilisable à tout moment, ce qui n'est pas le cas de la pierre, qui évidemment est peu liquide. Et c'est vrai qu'en France, on a une vision parfois un peu trop statique de son épargne, un peu trop conservatrice. On privilégie les produits de taux, donc c'est les fonds euros d'assurance vie, ce sont l'épargne réglementée, les produits d'épargne réglementée, le livret A, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire. Et cela, évidemment, n'est pas très, très dynamique. Le rendement est assez faible en ce qui concerne ces produits de taux. Et on n'a pas justement le réflexe, même s'il y a des petits changements. Ces derniers temps, on voit des inflexions, mais on n'a pas forcément le réflexe de l'épargne de long terme, c'est-à-dire avec une proportion d'actions un peu plus importante, des unités de compte pour l'assurance vie ou les produits d'épargne retraite, comme le plan d'épargne retraite. Et de ce fait, on y perd en rendement et on n'a pas une vision de long terme de son épargne, même si on a 30 ans devant nous. Et il faut savoir que comme la durée de vie à la retraite, c'est 25 années, il vaut mieux avoir une gestion, on va dire, avec de la perspective et non pas forcément une gestion de court terme de son patrimoine. Et là, il y a des progrès à réaliser, sans nul doute, dans les prochaines années. Parmi ces différents progrès, une mobilisation active de son patrimoine est à prendre en compte pour maximiser la prise en charge d'une éventuelle perte d'autonomie. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. La perte d'autonomie a évidemment un impact au niveau de son patrimoine. Premièrement, la perte d'autonomie, c'est un coût. Même si le système de protection sociale prend en charge certaines dépenses, en particulier en ce qui concerne les soins avec l'assurance maladie, même si demain, avec la 5e branche, ce sera peut-être celle-ci qui prendra en charge directement un certain nombre de dépenses liées à la perte d'autonomie, il n'en reste pas moins qu'une partie non négligeable reste à la charge donc des personnes concernées ou des familles. Ça peut concerner l'hébergement, ça peut concerner les services de soins qui ne seront pas pris en charge par les collectivités publiques. Or, la dépendance survient à tout moment, à partir d'un certain âge. Ça peut être très rapide. Il faut pouvoir mobiliser à la fois des sommes importantes et parfois l'appui de proches ou de personnes extérieures. Donc, il y a des sorties d'argent à devoir effectuer rapidement, ce qui nécessite d'avoir un patrimoine en face qui puisse servir à donc cette gestion de la dépendance.
Donc, c'est sûr que si on est investi à 100% dans l'immobilier, ce n'est pas forcément facile de pouvoir faire face à une dépense immédiate en matière de dépendance. Si on est investi totalement à 100% en risque, évidemment, si ce jour-là, il y a un krach financier, ça peut être un peu plus difficile. Donc, il faut avoir des produits adaptés à ce risque qui, malheureusement, touche aujourd'hui 1 million de personnes et avec le vieillissement de la population dans les prochaines années, ira croissant. Donc, il faut avoir une gestion de son patrimoine qui soit adaptée aux risques encourus. Donc, il y a des problèmes de court terme, c'est l'épargne de précaution pour des problèmes de revenus immédiats. Et puis, il faut également se projeter et voir comment on peut gérer avec des produits dépendance ce problème qui frappe un nombre croissant, malheureusement, de Français. En plus d'être mobilisé de manière active, le patrimoine peut aussi constituer une source complémentaire pour financer les besoins en services de santé. Besoins qui seront de plus en plus sollicités par une hausse démographique de la vieillesse dans les années à venir. André Masson, économiste. À partir de 2025-2030, vous avez l'arrivée des baby-boomers dans les âges critiques de dépendance. Donc, il va y avoir une vague énorme de besoins concernant la perte d'autonomie. Et si on veut que les services rendus par le public ou le privé soient corrects, il va falloir augmenter les rémunérations des auxiliaires de vie, offrir des carrières et un métier attractif au personnel soignant ou des EHPAD. Et donc, effectivement, on ne peut pas penser que le coût va diminuer. Ça va être tout à fait le contraire. On dit que comme on vit plus longtemps, il faudra travailler davantage et plus longtemps. Ça paraît une vérité de la palisse. Mais le problème, c'est que les actifs cotisent plus longtemps pour les retraités, et les retraités, en particulier pour les baby-boomers, ceux qui sont nés avant 1960, ils sont nombreux, ces baby-boomers, vont vivre longtemps, n'ont pas fait tant d'enfants que cela, en France ça va, mais pas en Italie, en Espagne, en Allemagne, et sont partis assez tôt à la retraite. Donc, ce qui existe, effectivement, ça leur fait une charge supplémentaire élevée, un sacrifice pour assurer la viabilité du système de retraite. Et donc, ces actifs vont se retrouver pénalisés par une situation démographique et autres dont ils ne sont pas du tout responsables. D'où une solidarité bien comprise entre générations implique des retours de solidarité de la part des seniors, les seniors aisés, qui normalement ne sont pas directement concernés par cette réforme des retraites. C'est pour ça que je recommande des cotisations dépendance qui soient assises sur le patrimoine des retraités. Et donc, ce serait ça le retour de solidarité des seniors. Donc, effectivement, sur le patrimoine des retraités, c'est pas comme la CSG, le revenu capital, c'est directement une cotisation assise sur le patrimoine des retraités. Voilà. Puisque, comme on l'a vu, les retraités ont beaucoup de patrimoine et ont continué encore à épargner, en particulier pendant la crise du Covid. Il faudrait une intervention publique qui soit obligatoire et qui couvre les pertes de patrimoine pour la famille et donc qui couvre cette espèce de loterie aux conséquences financières dramatiques quand on voit le coût des restes à charge pour les auxiliaires de vie ou les maisons de retraite. Alors, cette mutualisation, donc, de cette cotisation sur le stock de patrimoine des retraités serait une mutualisation bénéfique pour la plupart des familles qui sont averses au risque, donc, et cette cotisation serait d'ampleur limitée, éviterait donc la double peine où non seulement on a un parent âgé dépendant, mais en plus on perd le patrimoine. Alors, pour les seniors, donc, on a l'avantage d'avoir 2 périodes de retraite, donc la période du senior robuste jusqu'à 75 ans et puis ensuite une période plus fragile. Il y aurait une visibilité pour les seniors de plus de 60 ans, puisqu'ils cotiseraient pour le 4e âge, et donc, ils auraient, normalement, cela diminuerait leur participation patrimoniale, puisqu'ils auront moins besoin de thésauriser en vue d'une précaution contre ce risque de dépendance. Ils pourraient plus facilement donner ou consommer leur patrimoine, ou même, mais pour ça, il faudrait d'autres instruments de politique publique et fiscale, investir à long terme. Bon, au moins, ils pourraient donner et consommer. Pourquoi ils donneraient? Eh bien, ils donneraient plus souvent à leurs enfants, pour la simple raison qu'ils ont intérêt à diminuer leur montant de patrimoine pour payer une cotisation plus faible. Donc, ils ont intérêt à donner à leurs enfants. Contrairement à l'impôt sur la fortune, cette cotisation ne toucherait que le patrimoine des retraités. Donc, il y a beaucoup moins de distorsions que sur le patrimoine des plus jeunes. Et ça a l'avantage en outre de diminuer les inégalités de fortune entre générations, mais aussi les inégalités croissantes entre seniors, entre ceux qui, en moyenne, continuent à accumuler, mais aussi une masse de petits patrimoines des seniors qui chutent. Donc, il y a vraiment une divergence dans les trajectoires patrimoniales entre les couches aisées et les autres. En plus, taxer le patrimoine des retraités ne pèserait pas sur le coût du travail. Et évidemment, une fois que cette assurance publique serait mise en place, il faut éviter de lancer une manne financière sur un ventre affamé. Donc,
ça n'empêche pas du tout une recension minutieuse et précise des besoins. Mais disons voir, on aura besoin d'un financement complémentaire et je trouve que la source devrait être sur ce patrimoine des retraités. Être préparé face à une éventuelle perte d'autonomie, oui, à condition d'être bien accompagné. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. La gestion d'un patrimoine, ça nécessite toujours du conseil. Ça nécessite toujours de faire appel à des experts, à des professionnels. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de Français qui sont capables de réparer leur voiture, car la voiture donc a de plus en plus d'éléments électroniques, informatiques, et s'il y a encore une vingtaine d'années, les bricoleurs du dimanche pouvaient mettre la tête sous le capot, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. En matière de gestion de patrimoine, je dirais que c'est pareil. Premièrement, on a des produits financiers qui sont plus sophistiqués, qui peuvent justement répondre aux besoins et aux attentes des Français. Ils sont très nombreux. En France, on aime bien multiplier les produits, que ce soit dans l'assurance vie où on peut avoir le choix entre des produits multiples avec des fonds euros, les unités de compte. On a le plan d'épargne retraite, on peut faire des bons de capitalisation, on peut faire un PEA, on peut faire donc un livret A, un LDDS. Donc c'est vrai qu'on a besoin de conseils. Quand on arrive en plus une période où on peut avoir des difficultés cognitives. Donc, il est important d'être appuyé par une personne de confiance. Donc, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être également d'avoir tissé des liens avec donc des experts, des spécialistes sur ces questions financières pour pouvoir adapter son patrimoine à ses besoins et ne pas être pris au dépourvu quand arrive un problème. Donc là-dessus, je conseille fortement d'avoir des avis. Ils peuvent être pluriels. Je ne dis pas de tout mettre ses œufs dans le même panier, loin de là. Mais il est important d'avoir des conseils sur la gestion de patrimoine, sur la nature des produits. Il est toujours important d'être un peu diversifié. Il ne faut jamais justement être monoproduit parce que ça ne va pas répondre à l'ensemble des besoins. Il faut également donc savoir donc prendre un petit peu de risque pour avoir du rendement et puis donc également sécurisé. Et c'est vrai que en la matière, seul donc un spécialiste va pouvoir décrypter, donc comme le fait un garagiste avec la voiture. Mais là, on parlera de produits financiers. Comment donc préparer de manière sereine les dépenses? C'est de le faire évidemment en amont. C'est pas d'attendre d'avoir 90 ans, 80 ans ou 75 ans. L'idée qu'au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, autour de 62 ans, 63 ans, on se pose la question comment je peux financer un problème de dépendance. C'est, on va dire, le bon moment. On cotise durant sa vie professionnelle pour la retraite. On peut réfléchir au moment de la liquidation de cette retraite, comment je vais financer le cas échéant un problème de dépendance. Comment je m'organise et auprès de qui je peux m'assurer. Donc c'est là, je dirais que c'est le moment clé pour basculer, même si c'est pas forcément très agréable de penser à sa fin de vie, c'est évident, mais il vaut mieux prévenir que d'être confronté aux problèmes en la matière. Et donc, il y a évidemment une nécessité de gérer ce problème en amont et non pas d'être devant l'obstacle, sinon on risque évidemment de chuter. Une préparation financière optimale face à la perte d'autonomie liée à l'âge pourrait également compter sur l'alliance du public et du privé dans le milieu de l'assurance. Explication d'André Masson, économiste. La préparation sereine à la dépendance passe d'abord par une assurance publique élargie et bien définie et qui, à mon avis, devrait être complétée sur les risques de perte de patrimoine. Donc, les risques de perte de patrimoine, c'est la dépendance lourde, en particulier si on doit partir en maison de retraite ou en EHPAD, où là, quand même, les coûts sont élevés, ou à la maison, en dépendance lourde, le coût des auxiliaires de vie. Donc, c'est en plus de ce qui est des soins dont s'occupe l'assurance maladie et d'un certain accompagnement que peut, d'une certaine manière, couvrir l'APA actuelle. Après, rien n'empêche que cette assurance publique soit complétée par des contrats d'assurance privée ou encore la possibilité, ce que j'appelle le prêt viager dépendant, c'est-à-dire de liquider son logement dont on est propriétaire en cas de dépendance lourde. Mais peu importe, mais ça se ferait dans les meilleures conditions, sachant bien que la couverture offerte par le public contre ces pertes de patrimoine sera limitée. Si quelqu'un veut
entrer dans un EHPAD à 6 000 € par mois, c'est sûr que l'assurance publique ne peut pas couvrir ça. Il faudra aussi compter sur une digitalisation de l'offre et des services pour permettre un accompagnement personnalisé du financement face à la perte d'autonomie. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Peut-être qu'une partie de ces aides et appuis seront digitalisées. On le voit d'ailleurs au Japon, en ce qui concerne quasiment la vie pratique. Et on peut imaginer que sur les produits financiers, l'offre qu'on connaît aujourd'hui sera très profondément revue dans les 20 prochaines années, une génération. Donc, si on regarde la tête derrière, on voit que entre l'an 2000 et 2020, les produits ont déjà fortement évolué. Certains n'existaient pas, d'autres donc ont connu un essor, puis sont aujourd'hui en mutation du fait d'un contexte économique, de taux d'intérêt différents. Donc, dans les 20 prochaines années, évidemment qu'il y aura des évolutions assez importantes, surtout qu'on entrevoit de plus en plus de nouvelles possibilités financières de gestion, que ce soit avec les blockchains, que ce soit donc à travers les algorithmes, et donner plus de temps peut-être aux conseillers, aux gestionnaires de patrimoine, d'avoir une relation de proximité avec leurs clients, avec leurs contacts, pour justement mieux cerner leurs besoins et non plus être forcément dans une logique, on va dire, de simple vendeur, mais d'être dans un rôle d'accompagnateur, de service au niveau des besoins de leurs clients. Bien au-delà des aspects financiers, la question de la gestion du patrimoine au grand âge appelle donc de grands changements de perspective. Remettre en question l'inviolabilité du patrimoine à la retraite, est-ce pour autant bafouer ce qui est largement considéré comme un acquis social ? Qu'il soit public ou proposé par des acteurs privés, des systèmes d'assurance permettraient d'alléger la contrainte d'épargne qui pèse sur les individus en risque prochain de perte d'autonomie, voire de favoriser du même coup la justice sociale et la redistribution intergénérationnelle. Dans tous les cas, les évolutions réglementaires ne pourront ignorer celles des outils financiers, des technologies et des métiers. Faire du patrimoine au grand âge un vecteur d'autonomie, ça dépend de nous.